Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle encore de ces nombres fabuleux et magiques que sont z sur nz. Commençons par un petit rappel. Donc z sur nz, ce sont les nombres que l'on note 0 points, 1 point, 2 points, jusqu'à n-1 point. Vous savez que n points c'est pareil que 0 points. L'ensemble des classes d'équivalence pour la relation de congruence, modulo n. Si tout ça, ça ne vous parle pas du tout, vous ne voyez pas comment ajouter ou multiplier des éléments comme ça, allez voir les vidéos précédentes, ce sera beaucoup mieux. Ok, et donc on avait dit qu'un élément A point était inversible s'il existait B dans Z sur nz, tel que donc A fois B soit égal à 1 point. Et quand ça arrivait, on disait que B est l'inverse de A et on l'appelait A point puissance moins 1. L'ensemble des éléments inversibles de Z sur nz, donc c'est Z sur nz puissance croix. Ça c'est standard pour n'importe quel anneau, généralement les inversibles on les note A puissance croix. Prenons quelques exemples. Si on prenait dans Z sur 5Z, ben, les inversibles, en fait, c'est tout le monde sauf 0. Rappelez-vous, on a déjà calculé. Hein, l'inverse de 1, c'est 1, ça c'est toujours. L'inverse de moins 1, c'est moins 1, ça marche toujours. Donc l'inverse de 4 fois 4, 16, vous voyez, 16, ça fait 1 dans Z sur 5Z. Mais c'est sûr, moins 1 fois moins 1, ça fait toujours 1. Et puis il se trouve que là, 2 fois 3, ça faisait 1. 6, c'est 1. Donc voilà, tout le monde était inversible. Donc voilà. Et puis dans Z sur 6Z, là, curieusement, bien qu'il y ait plus d'éléments, il y avait beaucoup moins d'inversibles parce que... 2 fois 3 étaient des diviseurs de 0. 2 fois 3, ça fait 0, donc ce n'était pas inversible, etc. On a déjà vu tout ça. Et en y prenant un peu de temps, on avait vu que les inversibles dans Z sur trans Z, c'était 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Bon, donc si on les regarde un par un, on y arrive. Puisqu'on sait que les éléments inversibles ne sont pas les diviseurs de 0, donc en enlevant tous les diviseurs de 0, on arrive à trouver les éléments inversibles. Mais ce n'était pas très simple. Je vais tout de suite vous donner une astuce qui permet de voir immédiatement si un élément est inversible ou pas. Donc, voilà le théorème, soit A point un élément de Z sur nz, eh bien il est inversible, c'est seulement si A est premier avec n. Donc, dans Z sur 30Z, bah, regardez les nombres qui restaient, là, c'était ceux qui étaient premiers, exactement, avec 30. Hein, je vous laisse vérifier ça. Ok, bon, bah alors faisons la preuve de ce théorème. Pourquoi donc est-ce que ce serait vrai? Eh bien, l'argument essentiel de ce théorème, c'est le théorème de Bachet-Bézout. Et alors, le monde étant vraiment bien fait, et les coïncidences tombant parfaitement bien, il se trouve que la dernière vidéo que j'ai uploadée, c'est justement la vidéo qui explique ce théorème de Bachet-Bézout. Donc si vous ne le connaissez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ce théorème, il dit quoi? Il dit que A est premier avec n si et seulement si il existe deux coefficients S et T, tels que A fois S plus N fois T soit égal à 1. D'accord? Donc voilà, c'est un théorème, ça s'exprime, je vous ai exprimé ça histoire de billets de banque pour vous expliquer un peu comment ça marchait. Ça veut dire qu'avec des paquets de A et des paquets de N, on peut arriver à faire toutes les sommes. Donc voilà. Bon. Si vous ne connaissez pas le théorème, allez voir les détails. Sinon, si vous le connaissez, donc voilà, ça s'exprime comme ça. Une façon de voir que deux éléments sont premiers entre eux, ça veut dire que, avec comme une espèce de combinaison linéaire qui n'en est pas vraiment une, parce qu'on est sur les entiers, hein, on n'est pas sur les réels. Donc. Mais donc ça y ressemble beaucoup, on arrive à faire 1. Ok? Bon, alors très bien, voilà, il existe S et T tel que ça. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Si on réfléchit bien, ça veut dire que, en passant le nt de l'autre côté et le 1 de l'autre côté, il existe donc deux éléments entiers S et T tels que AS-1 soit égal à NT. Mais dire que AS-1 est égal à NT, c'est-à-dire que AS-1 est un multiple de N, ça veut dire que dans Z sur NZ, AS-1 vaut 0. Autrement dit, il existe un S tel que la classe de A fois la classe de S moins la classe de 1 soit égale à 0 dans Z sur NZ. Oui, donc ça veut dire que AS égale 1 et donc que A point est inversible dans Z sur NZ. Hein, vérifions bien que ce sont bien des équivalences partout. Si A point est inversible, ça veut dire qu'il existe un S tel que A point S point égale 1, et donc A point S point moins 1 égale 0, et ça signifie qu'il existe un T tel que AS moins 1 égale NT. Donc c'est bien des équivalences partout. Donc voilà, ce théorème se démontre en 2 coups de cuillère à peau. Oui, alors effectivement, hein, ça a l'air super simple. Mais en fait, il y a une vraie difficulté dans ce théorème, mais elle est cachée. Elle était dans la preuve du théorème de Bézout, qui, comme vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo ou si vous le connaissez par ailleurs, est quand même un petit peu subtil. Mais une fois qu'on le connaît, en fait, c'est une conséquence directe. Donc voilà. Allez, cas particulier, prenons Z sur PZ. Donc P, un nombre premier. L'avantage d'un nombre premier, c'est qu'il est premier avec beaucoup de monde. Vous voyez? Il est premier avec tous les nombres plus petits que lui, en particulier. Hein, parce qu'un nombre premier, il n'est pas premier qu'avec ses multiples. Donc par exemple, si on prend 5, on prend 7, voilà. Tous les éléments qui sont avant sont premiers avec lui. Alors sauf 0 évidemment, parce que 0 n'est jamais inversible, hein, d'accord? 0 fois quelque chose, ça ne fera jamais 1. Et donc tous les éléments sont inversibles dans Z sur PZ. Eh bien, l'ensemble donc Z sur PZ croix, c'est Z sur PZ
privé de 0. On peut aussi noter z sur pz étoile, généralement, voilà, bon, comme on veut. Et donc un anneau qui vérifie cette relation s'appelle un corps. Hein, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, voilà. Un anneau dont tous les éléments non nuls sont inversibles s'appelle un corps. Donc exemple R, C, Q. Et maintenant, vous en avez à nouveau Z sur PZ. Et donc, on peut faire des espaces vectoriels sur Z sur PZ, par exemple, vous voyez. Un polynôme de Z sur PZ de X, par exemple, bah, ça marche, c'est un polynôme de K de X. Hein, j'ai fait dans les vidéos sur les polynômes, j'ai pris K de X où K est un corps. Donc, on peut appliquer tous les résultats au polynôme de Z sur PZ de X, par exemple. Et donc, un polynôme de Z sur PZ de X de degré D admet au plus des racines. Hein, parce qu'on a vu un polynôme de degré 27 admet maximum 27 racines. Dire, ouais, d'accord, mais alors, pourquoi Z sur PZ? Ça ne marcherait pas n'importe quand, en fait, cette affaire-là, parce qu'on ne voit pas bien comment un polynôme de degré 3 pour avoir plus que 3 solutions. Vous voyez? Ben, justement, si, c'est possible. Regardez. Je vous prends un polynôme de Z sur 6Z de X. Donc 6 n'est pas un nombre premier, donc on ne peut pas appliquer le résultat précédent. Ce polynôme, c'est x au cube moins x. Alors ça veut dire quoi? Moins 1 fois x, en fait, c'est x au cube plus 5x, on peut prendre. Les calculs étant plus compliqués, j'ai pris x au cube moins x, mais c'est la même chose. Avec x au cube plus 5x, c'est le même polynôme. Hein. Eh bien, celui-là, il admet 6 racines, dis donc. Hein? Bah oui, regardez bien. On remplace par 0. 0 au cube moins 0, ça fait 0. Okay. On remplace par 1. 1 au cube moins 1, il y a 0. On remplace par 2. 8, moins 2, 6, ça fait 0. Donc déjà, ça fait les 3 racines, et on a fini. Mais regardez, si on remplace par moins 1, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1, c'est plus 1, ah bah, ça fait 0 encore. Puis pareil, si on remplace par moins 2, moins 3, enfin, faisons avec 4, allez. Même pas, avec 3, j'étais rendu avec 3. 3 au cube, 27, moins 3, 24. 24, ah bah c'est 0 dans Z sur 6Z. 4 au cube, 64. Moins 4, 60. C'est 0 dans Z sur 6Z. Bon, 5, c'est moins 1 dans Z sur 6Z, donc. Mais bon, même 5 au cube, 125, moins 5, 120, c'est bien 0 dans Z sur 6Z. Ce polynôme-là s'annule dans toutes les valeurs, dites donc. Dans 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc il en est bien 6 racines, alors qu'il est de degré 3. Donc il faut vraiment se méfier. Hein. Dans les polynômes, il peut se passer vraiment des trucs bizarres dès qu'on sort du cadre qu'on avait vu en cours, celui où les coefficients sont un corps. Donc dans Z sur PZ, tout se passe relativement normalement. Ok? La première conclusion hein, de notre critère d'inversibilité, c'est que bah voilà, quand n est un nombre premier, Z sur nz, il est relativement sympathique, on va pouvoir faire des choses qui ressemblent beaucoup plus à ce qu'on connaît. Quand c'est pas premier, ça peut vraiment être très différent. Ok, allez, on va voir si vous avez compris. Je vous laisse mettre sur pause le temps que vous voulez, prenez le temps que vous voulez pour répondre à cette question. Selon vous, dans Z sur 180Z, les éléments suivants sont-ils inversibles? Allez, voilà la correction. Donc il suffit de regarder si les éléments là sont premiers ou pas avec Z sur 180Z, est-ce qu'ils ont un facteur en commun? Bah donc 68 par exemple, il est pair, 180 aussi, donc ils ont le facteur 2 en commun, ils ne sont pas premiers entre eux, donc 68 n'est pas inversible. 95, bon 95 c'est dans la table de 5, termine par 5. 180 se termine par 0, donc c'est aussi dans la table de 5. Pareil, au revoir. Alors 87, 87 c'est un peu plus subtil, c'est pas dans la table de 2, c'est pas dans la table de 5. Mais est-ce que ce serait pas dans la table de 3 par exemple? 8 plus 7, ça fait 15, c'est un multiple de 3, donc 87, c'est un multiple de 3. Puis maintenant que j'y pense, c'est 90 moins 3, donc c'est vraiment un multiple de 3. 180 est un multiple de 3, c'est 3 fois 60. Donc, pareil, bam, il n'est pas inversible. Bon, 11. Alors là, 11 est un nombre premier, 180 n'est pas un multiple de 11, donc 180 et 11 sont bien premiers entre eux. Donc 11 est un élément inversible. Alors 179, bah oui, 179 c'est moins 1. Donc d'accord, donc c'est premier avec 180. Hein. Une autre façon de le voir, c'est d'après le théorème de Bézout. Vous voyez, si je prends 180 moins 179, j'obtiens bien 1, c'est possible, donc ils sont bien premiers entre eux, donc 179 est inversible, et son inverse c'est même lui-même, enfin bon bref. Alors 91, 91, c'est subtil, ça a l'air d'être un nombre premier, sauf que c'en est pas un. En fait, si on a réfléchi un petit peu, c'est 7 fois 13. 70 plus 21, ça fait 91. Donc 180, est-ce que c'est un multiple de 7? Bon, j'aurais tendance à dire ça se saurait, mais ce n'est pas un vrai argument. Qu'est-ce qu'on a comme multiple de 7 pas très loin? On a 140, 14 fois 10. Okay, si j'ajoute 49, ça fait 189 qui est un multiple de 7. Bah, du coup, 182 en est un, donc 180 n'est pas un multiple de 7. Voilà, donc c'est pas bon. Et puis 13, alors 13, il faut regarder. Qu'est-ce qu'on a comme multiple de 13 pas très loin? On a 13 fois 10, 130. 13 fois 4, 52. 130 et 52, 172. 182. Qu'est-ce que je raconte? Bah oui, 91 fois 2 de toute façon. Bon, bref.
Donc 182, donc du coup c'est pas non plus un multiple de 13, voilà, donc bah, du coup 91 est bien inversible. Ensuite 100, bon bah multiple de 10, ok, il n'est pas inversible. Et 49, 7 fois 7, on a déjà vu que 180 n'était pas un multiple de 7, et donc 49 est bien inversible. Voilà, donc Z sur 180Z. Ok, donc maintenant nous savons comment faire pour reconnaître si un élément est inversible ou pas dans Z sur NZ. Il faut voir comment faire pour calculer son inverse. Allez, on va faire sur un exemple, je pense que c'est le mieux. Si je veux connaître l'inverse de 37 dans Z sur 63Z. 63, 7 fois 9, 37 c'est un nombre premier, 63 n'est pas un multiple de 37, c'est sûr que 37 est inversible. Il existe un nombre qui multiplié par 37 fait 1 dans Z sur 63Z. Mais lequel? Eh bien l'astuce consiste à chercher une relation de Bézout entre 37 et 63. C'est-à-dire qu'ils sont premiers entre eux, il existe des coefficients A et B tels que A fois 37 plus B fois 63 égale 1. Bon là en l'occurrence 10 fois 63 moins 17 fois 37 égale 1. Ben voilà, il faut essayer de les trouver. Bon là, hop, on est très fort, imaginons, on a réussi à trouver cette relation de Bézout. Chouette. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien regardez cette égalité-là. Si je la regarde dans Z sur 63Z, ça va faire 10 points fois 63 points, moins 17 points fois 37 points égale 1 point. Mais oui, mais 63 points, c'est 0. Donc finalement, ça me donne dans Z sur 63Z, moins 17 points fois 37 points égale 1 point. Ben voilà, donc l'inverse de 37, je l'ai, c'est moins 17. Moins 17 fois 37, ça fait 1. Ok, super. Et moins 17, eh bien 63 moins 17, ça fait 46. Voilà, l'inverse de 37, c'est 46. Hop, je l'ai directement. Oui, mais alors, le problème, c'est que la relation de Bézout, là, d'où on la sort? De notre chapeau? Hop, magique. Donc en fait, calculer l'inverse d'un élément, ça veut dire, ça revient au même que de calculer la relation de Bézout entre cet élément et n. Et donc nous allons voir maintenant comment faire ça. Donc, faisons-le toujours pour 63 et 37. Pour calculer la relation de Bézout, comme on l'a vu dans la vidéo sur le théorème de Bézout, mais je le rappelle, on applique l'algorithme d'Euclide qui consiste à calculer des divisions euclidiennes qui s'enchaînent. Donc on commence par calculer la division de 63 par 37. Donc il y va une fois, 63 c'est 1 fois 37 plus 26. Ok. Jusque-là tout va bien. Et une fois qu'on a fait ça, donc on prend 37 et 26, donc le nombre 37 qu'on avait, et le reste, et on recommence. Donc on fait 37, ça fait 1 fois 26 plus 11. Alors j'ai souligné les éléments là, que je garde dans ma suite, et puis je n'ai pas souligné les coefficients. Bon là c'était 1 à chaque fois. Vous allez voir pourquoi ça peut aider les calculs par la suite. C'est juste une astuce pour aider les calculs. Ok, donc ensuite je continue avec 26 et 11. Donc 26, combien de fois 11? 2 fois 11, plus 4. Je continue avec 11 et 4. 11, combien de fois 4? 2 fois 4, plus 3. Je continue avec 4 et 3. 4, 1 fois 3, plus 1. Ah yeah, j'ai trouvé 1. Ouf, c'est fini. J'ai trouvé le PCD, j'ai trouvé 1. L'algorithme d'Euclide, vous voyez, si je continuais, je trouverais 0 le reste d'après. Ça consiste à faire des divisions euclidiennes à chaque fois. D'accord, voilà. Jusqu'à ce qu'on obtienne 1. Bon, bah, d'accord, mais alors comment je trouve ma relation de Bézout, moi? Bah, l'étape 2, c'est on remonte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on remonte? Bah, on commence de là. Le 1 qui est ici, là, je peux l'écrire comme 4 moins 1 fois 3. Parce que là, bon. Et donc, vous voyez, j'ai trouvé une relation de Bézout, là. J'ai écrit 1 en fonction de 4 et de 3. Un certain nombre de façons, un certain coefficient devant 4, plus un certain coefficient devant 3, ça me fait 1. Ok. Mais maintenant, j'utilise cette équation-là, où j'ai 3 en fonction de 11 et 4. Autrement dit, l'expression qui est ici, vous voyez, ça fait 1 égale 4, moins 1 fois, et le 3 qui est ici, j'utilise cette formule pour le remplacer par 11 moins 2 fois 4. Donc 4 moins 1 fois 11 moins 2 fois 4. Ok. Et vous voyez maintenant pourquoi c'est intéressant ce que j'ai souligné là, c'est quand je vais simplifier tout ça, je ne vais pas faire des calculs n'importe comment. Je vais calculer combien il y a de 11 et combien il y a de 4. Donc 4, il y en avait 1, moins 1 fois moins 2, ça en fait plus 2, donc ça fait 3 paquets de 4. Et puis moins 1 paquet de 11. Vous voyez, je garde les paquets de 4, les paquets de 11, je ne développe pas, je ne fais pas 8 ici, sinon après je suis foutu, vous voyez. Donc par contre, je peux ajouter le 2 devant le 4 et le 1 devant le 4, ça ne me gêne pas. Bon, vous allez voir, on va enchaîner. Donc, en plus, alors ce calcul il peut se vérifier à chaque fois, vous voyez, 3 fois 4, 12, moins 1 fois 11. 12 moins 11, ça fait 1. À chaque ligne, je peux vérifier que je ne suis pas gouré, voir que ça fait bien 1. Donc l'astuce maintenant, c'est qu'ici, voilà, le 4, je peux l'exprimer avec 26 et 11. Donc là, j'avais le 1 avec 4 et 11. Si le 4, je le remplace par une formule avec 26 et 11, je vais trouver le 1 avec une formule avec du 26 et du 11. Donc faisons tout de suite. Donc ça fait 3 fois
Donc le 4 qui est ici, c'est 26 moins 2 fois 11. Donc 3 fois 26 moins 2 fois 11. Et là, je ne l'ai pas changé. Hein. Moins 1 fois 11, il est resté comme ça. Très bien. Donc, combien ça fait de paquets de 26 et de 11? Bah, paquet de 26, 3 fois 26, il n'y en a plus. Ok, il est là. Très bien. Ensuite, les paquets de 11. 3 fois moins 2, ça en fait moins 6. Ok. Moins 1. Moins 6 moins 1, ça en fait moins 7. Moins 7 paquets de 11. Et vous voyez toujours l'histoire de trucs soulignés, c'est-à-dire que c'est ceux que je ne veux pas toucher. Hein. Les 11 et les 26, je ne fais pas d'opération avec eux. Hein. Et on peut vérifier que 3 fois 26, moins, ça fait donc 78, moins 7 fois 11, 77, ça fait toujours 1. Ok. Bon, bah alors voilà, donc on a trouvé une relation de Bézout entre 26 et 11, mais c'est pas ce qu'on voulait, nous on la voulait entre 63 et 37. Et donc on va remplacer le 11 avec l'équation qui est ici. Donc 3 fois 26 moins 7 fois 37 moins 1 fois 26. Voilà, je le remplace ici. Et donc les 26, combien ça m'en fait cette fois? Ça fait 3, 26. Moins 7 fois moins 1, ça en fait plus 7. 7 plus 3, ça en fait 10. Voilà, donc cette fois ça fait 10 fois 26. Et puis moins 7 fois 37. Et pareil, c'est facile de vérifier que ça fait bien 1. Et puis on y est presque hein, cette fois, parce que maintenant je vais remplacer le 26 ici par 63 moins 1 fois 37. Donc 1 c'est 10 fois 63 moins 1 fois 37, moins 7 fois 37. Et donc 10 fois 63, tout va bien, et les 37. Alors combien il y en a? Donc il y en a 10 fois moins 1, moins 10. Moins 10, moins 7, moins 17. Donc on trouve finalement que 1 ça fait 10 fois 63, moins 17 fois 37. Poum! Ah ben c'est la relation qu'on avait trouvée, comme par hasard, dans la diapo précédente. Voilà, donc c'est long, ok, mais c'est pas très compliqué si on a la bonne méthode. C'est des additions, d'accord. Alors là, il y a des petites divisions. Après, il y a une série d'additions de coefficients. Si on s'y prend bien, c'est pas très compliqué. Par contre, si on s'y prend mal, ça peut vite devenir l'enfer. Ok. Mais donc, il y a quand même deux barrières de protection. C'est qu'à chaque étape, on peut vérifier qu'on a toujours trouvé un. Dès qu'on ne trouve pas un, on reprend. C'est qu'on a dû faire une boulette quelque part. Et il ne faut pas essayer de se perdre. Le coup de souligner les trucs, c'est bien aussi pour se rappeler où on en est, qui il faut remplacer par quoi. Voilà, une astuce de calcul, vous faites ce que vous voulez. Du moment où vous y arrivez, moi ça me va. Ok, donc exercice, allez, au boulot, vous allez le refaire. On avait trouvé que cela était inversible tout à l'heure. Calculez leur inverse. Donc je vais te mettre sur pause le temps que ça prend. Et dans 4 heures, vous remettez la vidéo et voilà la correction. Donc, commençons par 11. Alors donc, je veux trouver une relation de Bézout entre 180 et 11. Donc je fais l'astuce, hein, 180 je divise par 11, il y va 16 fois. 16 fois 11, ça fait 176, plus 4, donc vous vérifiez avec votre machine si vous voulez. Ensuite, je divise 11 par 4, donc 11, alors c'est plus facile, ça fait 2 fois 4 plus 3, 4 ça fait 1 fois 3 plus 1, en fait c'est la même fin que celui que je viens de faire, vous voyez, ça se termine pareil, coup de bol. Donc je reviens en arrière, là ces deux étapes de calcul, c'est exactement les mêmes qu'au calcul d'avant. Hein. 1 c'est 4 moins 1 fois 3, donc ça fait 4 moins 1 fois 11 moins 2 fois 4, et donc ça fait 3 fois 4 moins 11. La relation entre 4 et 11 qui donne 1, c'est 3 fois 4, 12 moins 11. On l'a déjà vu dans la vidéo d'avant. Ok. Maintenant, le 4 qui est ici, je vais le remplacer par 180 moins 16 fois 11. Et donc je trouve que 1, c'est égal à 3 fois 180 moins 16 fois 11, moins 1 fois 11. Ok, alors 3 fois 180, tout va bien. Alors 3 fois moins 16, oulala, moins 48, moins 1, moins 49. Donc au final, la formule c'est 3 fois 180 moins 49 fois 11, qui vaut 1. Et donc l'inverse de 11 dans z sur 80z, c'est moins 49. Et donc, moins 49, 131. Voilà. Donc là, ok, j'ai trouvé l'inverse de 11. Et je suis hyper content parce que j'ai aussi trouvé l'inverse de 49. Parce que regardez, si l'inverse de 11 c'est moins 49, c'est-à-dire que l'inverse de 49 c'est moins 11. Hein, 11 fois moins 49, ça fait 1. Bah, moins 49. Donc 49 fois moins 11, ça fait 1 aussi. Voilà. Donc l'inverse de 49, c'est moins 11. Hop, c'est cadeau, c'est 169. Voilà, donc il me reste maintenant 179 et 91. L'inverse 179, c'est 179, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que c'est moins 1. Et moins 1 fois moins 1, ça fait toujours 1. Donc celui-là, c'est cadeau. Allez, on va faire l'algorithme d'Euclide pour 91. Donc 180, combien de fois 91? Une fois, dis donc. Puis il reste 89. Bon, ok. Donc maintenant, je divise 91 par 89. Il y va une fois, encore. Et il reste 2. Ok, 89 divisé par 2, cette fois, il y va 44 fois. Et il reste 1. Donc on remonte. On peut dire que 1, c'est donc 89 moins 44 fois 2. Jusque là, tout va bien. Le 2, je vais le remplacer par 91 moins 89. Donc 1, c'est égal à 89 moins 44 fois 91 moins 89. Alors, moins 44 fois 91, ok, il va rester là. Moins 44 fois moins 89, ça fait plus 44 fois 89. Plus 1,89, ça fait 45 fois 89. Donc moins 44 fois 91. Et le 89 qui est ici, on va le remplacer par 180 moins 91. Donc on obtient 45 fois 180 moins 91.
moins 44 fois 91, c'est un peu compliqué, mais enfin, il n'y a rien de dramatique, hein, donc ça fait 45 fois 180. Alors là, les 91, j'en avais moins 45 et moins 44. Bah, moins 45, moins 44, ça fait moins 89. Et donc finalement, je trouve que 1, c'est égal à 45 fois 180, moins 89 fois 91. Pareil, on peut vérifier hein, qu'on ne s'est pas gouré. Et donc, bah, l'inverse de 91, c'est moins 89. Et donc, c'est 91. Ah, 91 au carré, ça faisait 1 dans z sur 80z. Ce qui n'est pas forcément évident à voir de tête. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez continuer à vous entraîner entre vous si vous voulez, c'est pas bien compliqué. J'espère que ça vous a plu et on va pouvoir enchaîner sur la suite. Au revoir et à bientôt.